Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des documents récents. L'idée, c'est d'explorer un peu le grand écart qu'on observe parfois entre l'image publique de certaines grandes entreprises et puis la réalité de leurs pratiques internes. Oui, bonjour. C'est un sujet passionnant. Comment est-ce que des discours, disons, très axés sur les valeurs, la mission sociale, peuvent coexister avec des décisions économiques, managériales parfois, qui semblent aller complètement ailleurs? On va essayer de décortiquer ça. Exactement. On commence avec un cas connu, Décathlon. L'image est super forte, tout le monde connaît, rendre le sport accessible au plus grand nombre. Et puis il y a cette culture d'entreprise, le bon décathlonien, la proximité, les fameux gilets bleus. C'est ça. Le gilet bleu pour tout le monde, le tutoiement facile. Mais c'est là justement que les sources qu'on a consultées apportent disons, des bémols. Ah oui, Oui, elles parlent de contradictions assez nettes. Des questions de pollution, de surproduction, c'est une chose. Mais aussi la précarisation liée à la sous-traitance mondiale. Et puis, il y a un chiffre qui frappe, lequel? l'écart salarial interne. Il atteindrait, selon ces sources, 1 à 895. Pardon, 1 à 895? Oui, C'est énorme. Surtout quand on sait que la famille Mullier, propriétaire, prône officiellement une échelle de 1 à 20. Ça colle pas du tout avec l'image de proximité, ça. bah non, justement. Cet écart de 1 à 895, ça interroge directement cette culture affichée. Et il n'y a pas que ça. La communication sur l'économie circulaire, par exemple, Oui, il communique beaucoup là-dessus, non? La seconde vie des produits, etc. énormément. Mais ça ne représenterait que 2,5% des résultats globaux. Enfin, c'est ce que disent les documents. On peut se demander si c'est à la hauteur de l'affichage. Il est même question pour certains cadres expatriés d'un décalage entre le mantra citoyen promu et, disons, les avantages personnels qu'ils en tirent. Intéressant. Ça montre bien la tension. Et ce genre de situation, on la retrouve ailleurs, hein. Apparemment, oui. Si on regarde un autre secteur, le luxe, avec Moët Hennessy, une filiale de LVMH. D'accord, alors là, on change complètement d'univers par rapport à Decathlon. Complètement. Mais la mécanique de fond peut avoir des similarités. D'après les infos, juste avant le 1er mai, date symbolique, la direction, avec Alexandre Arnault présent semble-t-il, aurait annoncé par vidéo une suppression de 10% de la masse salariale. 10%, ça fait combien de postes, ça? Environ 1200 postes. Mais la méthode est particulière. C'est-à-dire? Pas un plan social classique. Non, justement. Plutôt une gestion discrète via ce qu'on appelle le turnover naturel. En gros, on ne remplace pas les départs volontaires, les retraites, et on ne renouvelle pas certains contrats. Ça évite l'annonce formelle d'un plan social. Malin. Ou discutable. Et la justification, c'était quoi? Officiellement, un tassement des ventes après les années records post-Covid et puis des tensions commerciales en Chine, en Europe. Bon, ok. Mais ce qui est frappant, c'est le contexte financier global de LVMH, non? Exactement. C'est ça qui interpelle dans l'analyse proposée. Ces coupes arriveraient alors que, d'après les sources toujours, d'autres options financières semblaient exister. Comme quoi, par exemple? Puiser un peu dans les dividendes prévus pour les actionnaires de LVMH, on parle de 6,8 milliards d'euros pour 2025, ou même une toute petite fraction de la fortune de la famille Arnault, qui était estimée à 146 milliards de dollars à ce moment-là. Ah oui, quand même. Donc, d'un côté, tes résultats et des dividendes qui restent énormes, et de l'autre, on supprime 1200 postes pour un tassement. C'est la tension qui est soulignée, oui. L'hypothèse avancée, c'est que la pression boursière jouerait un rôle clé. Un petit recul des ventes avait fait chuter l'action LVMH peu avant, et cette décision pourrait être une façon de rassurer les marchés financiers. Même si d'autres leviers existaient. Voilà, c'est du moins l'interprétation suggérée. Bon, alors si on essaie de prendre un peu de hauteur avec ces deux exemples, Decathlon et Moët Hennessy, qu'est-ce que ça nous dit au fond? Ça illustre très bien cette tension quasi permanente dans beaucoup de multinationales, entre l'image qu'on projette, l'accessibilité, le sport pour tous, ou au contraire le luxe, l'excellence, et puis des décisions qui semblent surtout dictées par des impératifs financiers boursiers. Avec des conséquences sociales ou environnementales réelles derrière. Tout à fait. Ça montre la complexité des stratégies d'entreprise. Les pressions externes, surtout celles des marchés, pèsent lourd. Très lourd. Et ça peut créer un vrai fossé parfois entre les valeurs affichées et les actes. Ce qui nous ramène à la question de la responsabilité réelle de ces entreprises finalement. Au-delà de la com, quoi. C'est la question centrale, oui. Où s'arrête le discours, où commence l'engagement sincère? Comment nous, observateurs, consommateurs, citoyens, on peut évaluer ça? C'est pas simple. Non, c'est clair. Et peut-être une dernière pensée pour conclure, face à des stratégies de communication qui sont de plus en plus sophistiquées, comment faire la part des choses? Comment distinguer les vraies actions des effets d'annonce? C'est une question qui reste ouverte, je crois.
Absolument. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration.